Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est une coopération fructueuse entre l'Europe et l'Afrique, se réjouit le vice-président Daniel Kablan-Duncan, a indiqué que cette coopération a contribué au développement du continent. Hier, c'était la célébration de la fête de l'Europe, l'UE qui s'engage avec le groupe Magic System à promouvoir la démocratie et l'éducation. 280 milliards d'investissements à la mine d'or d'Ity, une nouvelle usine de lixiviation en cuivre voit le jour. Elle est inaugurée par le Premier ministre. 6 tonnes de production l'année. Amadou Gon Coulibaly appelle le secteur minier à devenir un socle du développement économique du pays. Il a ajouté que l'environnement est favorable aux affaires. Et puis, fin de l'atelier de réflexion sur la communication du plan d'action de lutte contre le travail des enfants. Les participants ont fait des propositions, une stratégie élaborée. L'objectif est de mieux sensibiliser les populations sur les dangers liés à ce fléau. Hier jeudi, c'était la fête de l'Europe à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Abidjan-Cocody. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a salué une vieille coopération entre l'Europe et l'Afrique, une relation qui a permis de contribuer au développement du continent. L'UE a initié une tournée avec le groupe Magic System en Côte d'Ivoire. L'objectif est de partager les notions de démocratie, de bonne gouvernance et d'éducation. Issa Tionaïo. Bâtir une relation de confiance et de respect mutuel entre l'Europe et l'Afrique. Tel est l'enjeu de la nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique. Une alliance pour faire la promotion des valeurs universelles telles que la bonne gouvernance, la démocratie, l'éducation et bien d'autres. Des valeurs que l'Union européenne veut promouvoir à travers la culture via le concept l'UE Magic Tour. On se connaît, on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes. La démocratie, la solidarité, la paix, la stabilité, l'égalité entre hommes et femmes. On partage tout ça. La protection de l'environnement. Mais il faut mettre en évidence qu'on partage ça. Ça, je considère une partie de mon travail. Et je vais le faire, je vais commencer cette année, ensemble avec la Fondation Magic System. On va faire le tour du pays avec 30 artistes ivoiriens. On parle d'une nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique. Et je crois que la culture a sa part à jouer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut remercier l'Union européenne d'avoir pris cette initiative avec la Fondation Magic System de promouvoir ces valeurs communes-là à travers une tournée, à travers la tournée de l'UE Magic Tour qui va nous permettre de rencontrer toutes les populations ivoiriennes. L'Europe et l'Afrique entretiennent de vieilles relations d'amitié depuis plusieurs décennies. Une coopération saluée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan à l'occasion de la fête de l'Europe. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons d'excellentes coopérations avec l'Union européenne. Comme c'était indiqué, c'est un de nos principaux partenaires à la fois au niveau commercial, mais aussi au niveau donc, des financements et aussi au niveau donc, du secteur privé. Puisque vous savez que la croissance de la Côte d'Ivoire est beaucoup tirée par le secteur privé, à la fois local, le secteur privé donc international, dont les entreprises européennes. Nous avons bâti et développé un dialogue. Dans le cadre du dialogue politique qui existe entre l'Europe et l'Afrique, qui permet donc à chacune des parties d'indiquer ses préoccupations fondamentales et notamment donc à nos pays, dont la Côte d'Ivoire, d'exprimer sa vision donc, de développement. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne investit dans plusieurs domaines d'activité, dont la santé, l'éducation et les infrastructures. Je vous le disais à l'instant, dans l'ouest du pays, la société minière d'Ity a investi 280 milliards de francs CFA pour la construction d'une nouvelle usine. La production passe de 2 à 6 tonnes l'année. Le Premier ministre a inauguré cette nouvelle usine. Amadou Gon Coulibaly attend une contribution plus forte du secteur minier dans le développement économique du pays. Mamadou Kwasi. 280 milliards de francs CFA. C'est l'investissement effectué par la société minière d'Ity pour la construction de son usine de lixiviation de cuivre. Une infrastructure pour accroître sa production avec de nouvelles réserves minières. Sur la période à venir d'au moins 15 ans, l'usine va ainsi produire au total 70 tonnes d'or, à comparer aux 42 tonnes produites depuis 1991. La production annuelle devrait se situer entre 5 et 6 tonnes, soit plus de 2 fois supérieure au record de production historique de la SMI. La commercialisation de cette production devrait générer pour l'État de Côte d'Ivoire plus de 150 milliards de francs CFA au titre d'impôts et de taxes et près de 9 milliards de francs CFA au titre des fonds de développement communautaire de Ity et de Daapleu. Cette nouvelle usine va créer 1000 emplois directs
et 10 000 emplois indirects. Une situation qui réjouit le président du conseil régional du Tonkpi, qui salue l'aspect de la société minière d'Iti dans le développement des villages riverains. L'inauguration de cette deuxième usine de Iti se fait dans le contexte d'une attente forte des jeunes en matière d'emploi et de besoins de développement dans la région. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, pour tout ce qui sera fait pour l'emploi et l'auto-emploi des jeunes des villages riverains et ceux des régions du Tonkpi et du Cavali. L'industrie minière en Côte d'Ivoire connaît une croissance considérable selon le ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi soutient que ces résultats sont les fruits des réformes entreprises par le gouvernement. Notre objectif, faire passer la contribution du secteur minier à au moins 4% du produit intérieur brut à l'horizon 2020. Nous avons choisi à cet égard d'être les fers de lance du combat engagé pour une industrie minière durable, rentable, performante et respectueuse de l'environnement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly salue cet investissement du secteur privé. Il rassure que le gouvernement consent au quotidien des efforts en vue de favoriser les investissements privés. Amadou Gon Coulibaly indique que l'industrie minière occupe une place importante dans la nouvelle politique de développement de la Côte d'Ivoire. Si le sol ivoirien a permis à notre agriculture pendant des décennies d'être le moteur de notre économie, la richesse quantitative et qualitative de notre sous-sol doit nous permettre d'accélérer notre développement économique et social, à condition que nous nous donnions les moyens de les exploiter de façon durable. C'est pourquoi le gouvernement a, dès 2011, réformé le cadre juridique dans le but d'adapter le secteur minier aux exigences nouvelles. Cette réforme met l'accent sur la préservation de l'environnement et de l'écosystème, l'accroissement des revenus de l'État, le développement des communautés impactées par les exploitations, la garantie aux opérateurs privés d'une meilleure rentabilité de leur exploitation minière. Le Premier ministre a aussi exhorté la population à maintenir le climat de paix dans les régions du Cavali et du Tonkpi afin de favoriser les investissements. Endeavour Manait veut, avec ses mines d'Iti, de Daple et d'Agbaou, se positionner comme le principal producteur d'or en Côte d'Ivoire. C'est en 1991 que la société minière d'Iti, dans la région du Tonkpi, a effectué sa première coulée d'or. Elle devient aujourd'hui la plus vieille de toutes les industries minières en activité en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui veut justement se hisser à la tête du classement des pays producteurs d'or en Afrique. Le Ghana occupe désormais la première place, c'est ce qu'indique un rapport de la Banque mondiale. Le secteur est en pleine expansion et bénéficie d'un environnement propice aux affaires. Les explications d'Adama Koné. Le fauteuil de leader dans la production d'or change de locataire. Avec 158 tonnes extraites de ces mines, le Ghana est le premier pays africain producteur d'or selon la Banque mondiale. Le pays confirme ainsi son ancienne appellation de Gold Coast et rafle la première place à l'Afrique du Sud, dont le sous-sol s'essouffle. La production aurifère ghanéenne a haussé de 15% par rapport à 2017 et paradoxe, ce sont les entreprises sud-africaines qui tirent cette croissance devant les sociétés américaines et canadiennes. L'embellie du secteur au Ghana est le fait de l'assainissement de son environnement. Les opérateurs illégaux chinois et russes ont dû abandonner leurs activités à la suite d'une réorganisation de la filière. Les spécialistes prédisent même de beaux jours pour la production aurifère ghanéenne, le sous-sol n'ayant pas livré tout son potentiel. Une stratégie de communication pour sensibiliser sur les dangers liés au travail des enfants. Après 2 jours de travaux, fin de l'atelier de réflexion, les participants ont proposé des solutions au Comité national de surveillance et qui va permettre de vulgariser les actions menées sur le terrain pour l'éradication de ces fléaux. Plus de détails avec Mahama Traoré. Méconnaissance de la problématique du travail des enfants, mauvaise perception de la Côte d'Ivoire sur l'implication des enfants dans la cacaoculture ou encore le manque de visibilité des actions menées par le gouvernement. Devant tant d'obstacles à la promotion des actions de lutte contre le travail des enfants, les professionnels de la communication et des médias recommandent une matrice de solutions au Comité national de surveillance. Comme solution, nous avons proposé un renforcement des capacités
des responsables de communication de tous les ministères impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Une communication autour des actions de répression des acteurs impliqués dans la traite interne et transfrontalière des enfants et des personnes. L'élaboration d'une stratégie de communication digitale pour informer et faire des campagnes de sensibilisation. Nous communiquons, nous engageons à une synergie d'actions dynamiques, d'une part pour rendre visibles les actions menées par les différents acteurs au plan national et international, et d'autre part pour sensibiliser les populations en vue d'éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Avec ce soutien des professionnels de la communication et des médias, la secrétaire exécutive du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, représentant la première dame Dominique Ouattara, estime qu'un nouveau cap sera franchi. Vos précieuses contributions et observations nous ont permis d'identifier les problèmes et difficultés de communication qui ont été jusqu'à ce jour un obstacle ou des facteurs limitants à l'atteinte des résultats de la lutte contre le travail des enfants dans notre pays. C'est pourquoi je reste convaincu que la mise en place et en œuvre de toutes ces recommandations aboutira certainement à l'élimination significative, sinon totale, du travail des enfants dans notre pays. Le plan de communication défini à l'issue de ces travaux va servir à vulgariser le plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants. Il sera lancé le 22 mai prochain par la première dame Dominique Ouattara. Le budget de l'État est bien tenu. C'est l'assurance donnée par le secrétaire d'État Moussa Sanogo. Il était l'invité de la tribune Les Rendez-vous du gouvernement. Il a fait le bilan des dépenses publiques et la mobilisation des ressources. Il a également parlé des innovations telles que le budget citoyen. On fait le point avec Jean-Luc Bangbo. C'est un secrétaire d'État particulièrement à l'aise qui s'est prêté au jeu des questions-réponses devant un parterre de journalistes. La raison, la bonne tenue des finances publiques qui s'est traduite par le respect des différents engagements budgétaires. Tous les engagements pris par la Côte d'Ivoire au niveau des différents critères ont été respectés. Et je peux vous dire que pour un pays africain, ce n'est pas quelque chose de courant. Tous les engagements ont été respectés et en particulier, le critère clé en général de ces programmes-là, à savoir le déficit budgétaire, qui fait la preuve que vous avez une très bonne maîtrise de vos finances publiques et que vous n'avez pas un déficit excessif. Résultat, une hausse constante du budget qui est passée de 3 200 milliards de francs CFA en 2012 à 7 334 milliards de francs CFA en 2019. Une autre preuve de la bonne gestion des dépenses publiques, le renforcement des procédures concurrentielles dans les marchés publics. On est passé de plus de 25% de parts de marché qui étaient faits en gré à gré en 2015. Et en 2018, nous sommes aujourd'hui autour de 10%. À la vérité, en mars 2019, nous sommes encore en dessous de ces chiffres-là. Donc c'est pour vous dire que les procédures concurrentielles en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui s'est extrêmement renforcé. En termes de perspective au niveau budgétaire, le secrétaire d'État annonce le passage au budget programme à partir du 1er janvier 2020. Ça veut dire qu'on a un programme. Une ressource est allouée à ce programme pour plusieurs années, 3 ans. On regarde comment est-ce que l'utilisation de la ressource est faite sur le programme. Celui qui doit utiliser la ressource ne peut plus venir dire demain, ah non, bon écoutez, comme tu dis telle difficulté, je pourrais prendre telle ressource pour affecter à telle chose. Non. Et puis il rend compte à l'échéance. Est-ce qu'effectivement le programme a été réalisé? Les réformes opérées dans le processus de collecte des ressources, comme le paiement de l'impôt à distance ou la modernisation des outils de contrôle douanier, sont d'autres motifs de satisfaction du secrétaire d'État. Seule ombre au tableau, le niveau de performance des entreprises publiques qui nécessite, selon Moussa Sanogo, une généralisation des contrats de performance signés avec les entreprises à participation publique. Le budget programme l'une des innovations et c'est un partenariat qui va aider à l'insertion de la jeunesse. L'Agence Emploi Jeunes et le Fonds de développement de formation professionnelle signent une convention. Les demandeurs d'emploi du marché seront formés pour répondre aux besoins du marché. Sabine Ouattara, Didier Nguessan. Donner à la jeunesse ivoirienne les armes de son autonomisation. Cela passe par une bonne formation couronnée par l'insertion professionnelle. Pour ce faire, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et l'Agence Emploi Jeunes mutualisent leurs efforts. Les deux structures signent une convention cadre de partenariat.
Pour Ange Battesti, secrétaire général du FDFP, sa structure va renforcer la capacité des jeunes à travers des formations qualifiantes de reconversion, de réorientation et d'apprentissage. Ceci afin de faire correspondre la formation des demandeurs d'emploi aux besoins réels du marché. En contrepartie, l'agence Emploi Jeunes s'engage à satisfaire ses obligations. Nous resterons engagés pour tirer le meilleur parti de ce partenariat, en vue non seulement de donner des compétences à des jeunes, mais également de contribuer au rayonnement d'une institution qui a fait ses preuves au plan national et sous-régional. Je m'emploierai avec l'ensemble de mes collaborateurs à une mise en œuvre totale et entière de tous les engagements pris dans le cadre de notre accord. Je reste convaincu que nos efforts apporteront des réponses idoines qui permettront de relever les défis de l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Cet accord FDFP, Agence Emploi Jeunes, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan social du gouvernement sur la période 2019-2020. La santé fait également partie du plan social du gouvernement Zéro paludisme en Côte d'Ivoire. C'est avec ce thème que le pays a célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'était hier à Dimbokro. Le ministre de la Santé et les acteurs impliqués dans la lutte font le bilan des actions menées. La stratégie nationale de lutte contre le paludisme sera renforcée, nous rapporte Serge Coléa. Ce que je te fais, ta fille est malade. Tu ne vas même pas aller la coucher un peu. Dimbokro, aux couleurs de la célébration de la 12e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Dans le Nzi, le paludisme a fait plus de 10 décès selon les récents chiffres. Le paludisme, cette maladie, touche en moyenne 30 000 personnes par an. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire, je m'engage, c'est le thème de cette journée mondiale. On note que le paludisme reste le premier motif de consultation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne figure cependant plus sur la liste des 16 pays pourvoyeurs de cas de paludisme dans le monde. Mais la maladie continue de ruiner les espoirs des populations qui aspirent à un bien-être et au bonheur. Le paludisme représente un tiers des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. C'est trop. Les ménages dépensent 12 à 14% de leurs revenus pour les soins du paludisme. Une personne active atteinte du paludisme perd 4 à 7 jours de travail. Quel gâchis! Le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, concentre d'importants efforts pour que les populations aient gratuitement, et je dis bien gratuitement, accès aux moyens de prévention et de prise en charge du paludisme. La Côte d'Ivoire fait désormais partie des 9 pays au monde qui ont fait de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés une priorité. Les partenaires, notamment la France, les États-Unis à travers l'USAID, l'UNICEF et tout le système des Nations Unies, encouragent la Côte d'Ivoire pour toutes les actions menées en vue de lutter contre le paludisme. Ils promettent renforcer leur collaboration pour effacer toute trace de paludisme en Côte d'Ivoire dans les années à venir. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme s'est achevée par la visite du centre hospitalier régional de Dimbokro. Le ministre Akaouele est allé s'imprégner des réalités de ce CHR. À travers ce document qui va suivre, je vous emmène à Korogo voir son potentiel touristique. À Koni, la métallurgie est une science ancestrale qui se perpétue de père en fils. Ces forgerons, depuis les temps anciens, sont les principaux fournisseurs du matériel nécessaire aux fermiers et agriculteurs. Les objets en fait fabriqués dans les forges permettent d'approvisionner le marché pour tout type de travaux. Koni, spécialisé dans le travail des forges, une réputation qui attire beaucoup de touristes. Le dossier vide ici, Patricia Omouetia. L'artisanat d'art est le pilier de l'attraction touristique de Korogo et sa région. Toutes les spécialités traditionnelles sont représentées et regroupées par village. À Koni, ce sont des forgerons. Le village de Koni est situé à environ 15 km de Korogo sur la route qui mène à Mbengue. Dans ce centre artisanal, le travail du fer perpétue les techniques métallurgiques anciennes. C'est un métier père en fils. Je travaille avec la terre ferrugineuse. Le minerai du fer, qu'à l'époque, ce que nos parents faisaient pour faire les outils,
l'objet pour donner le paysan. Le cœur se serre toujours devant l'abandon de tradition. Sorosion Kaman, ce forgeron plein d'idées, veut relever le défi. Il faut parcourir 10 km environ pour aller chercher le fer. Le minerai est extrait de trous dans le sol. Il faut être prudent pour descendre car certains trous font plus de 20 mètres de profondeur. Pour remonter le minerai, les forgerons forment une chaîne et se passent les paniers remplis de terre mélangée. De retour au village, le minerai lavé est roulé en petites boules pour être séché. 400 au total, le nombre exact que peut contenir le haut fourneau. Le feu est allumé dans le haut fourneau, on y met alors du charbon de bois. Dès que le feu a bien prendre du charbon bien allumé, on mouille de la terre comme des bancos, on ferme à côté des tuyaux et on laisse le tuyau pour appeler l'air. Et on remonte avec des boulettes. La première couche, on peut mettre 180 boulettes. C'est le kanimongo, la portion pour curer le haut du fourneau. Il faut qu'on attend 2 heures et on charge encore avec du charbon. On remet 200 boulettes. C'est le kongoro, littéralement pour renforcer la fonte. Avec le 400 boulettes, il reste 20 boulettes. Donc pour attendre à quelques minutes, et on remet un peu de charbon et on ajoute le 20 boulettes. C'est le yaré. Le lendemain, le bloc de fer obtenu est retiré. Alors le bloc de fer, ce n'est pas le fer pur, c'est des masses de fer parce qu'il y a encore du charbon qui mène avec le fer. En cette masse de fer qu'on reprenait pour aller à la pierre, aller casser, broyer, il faut que ça revienne en poudre. Tout à la main, ce n'est pas machine. Là, c'est bien broyé, on le met dans une gamette et on le venait pour aller à la poussière de charbon. Les forgerons de Koni peuvent vous fabriquer les objets des plus simples aux plus complexes. Ces fiers forgerons, depuis les temps anciens, ont de par leur savoir procuré à leur village les éléments nécessaires aux fermiers et aux agriculteurs. D'abord, ça fait quelque chose de 32 ans ici dedans. Je cultive, j'ai fait des fleurs aussi, j'ai fait beaucoup de choses avec les daba. J'ai des daba, j'ai nourri ma famille, j'ai fait tout avec ça. Aujourd'hui, ces objets vendus aux touristes dans ce centre artisanal varient entre 500 et 1000 francs CFA. Ce travail fastidieux n'est pas très rentable. Il y a des objets qu'on vend à 500 francs. Il y a des objets qu'on vend au moins à 200 francs. Mais il y a des objets aussi qu'on vend à 1000 ou bien 1500. Les touristes, à l'époque, franchement, les touristes viennent avant, hein? Mais avec la crise, le tourisme a un peu séparé. Hein? Mais c'est maintenant, il commence à venir un peu. Ce que je peux dire au gouvernement, qu'il nous aide pour venir rétablir au site. Tout est foutu. Le four modèle, est-ce que le four modèle, je pense que ça ne sera pas intéressant pour les touristes, pour les visiteurs. Sinon, le four, c'est nous-mêmes, on peut fabriquer ça avec l'argile, voilà, avec la force. La magie du récit a fait revivre pendant quelques heures tous ces hauts fourneaux éteints et abandonnés pour la plupart. De nombreux hauts fourneaux primitifs hérissent le paysage. En 1887, l'explorateur Binger admirait la force physique, l'habileté et la patience de ces artisans sénoufos. Alors, si vous passez par Korogo, faites un détour par Koni et allez voir Sorosion Kaman. Il sera pour vous un merveilleux guide. Il vous racontera ce métier, vieux comme le monde, et qui se transmet de père en fils. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quand le soir descendra, les hauts fourneaux se remettront-ils à fumer. Koni, Waraniere, l'écoferme de Lokoli, autant de sites touristiques à voir. Ici, dans le district d'Abidjan, pose la première pierre du tribunal de première instance de Bingerville. L'ouvrage coûte 5,3 milliards de francs CFA, financé par la France à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. Le ministre de la Justice, Sanson Kambile, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du rapprochement de la justice des populations. Un bâtiment R+2 construit sur une superficie de 5428 mètres carrés. Voici le nouveau tribunal de première instance de Bingerville, situé dans le quartier Nsout.
Cette salle d'audience, un service de protection de jeunesse et de l'enfant, une partie pour l'administration et un poste de police. L'ouvrage sera livré en août 2020 et va accueillir 66 magistrats et 50 greffiers. Un investissement de 5,3 milliards de francs CFA financé par la France à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement volet justice. Ce jeudi pose de la première pierre par le ministre de la Justice et l'ambassadeur de France. Je suis un ambassadeur heureux parce que les projets avancent, ils avancent très vite. Hier, nous étions à Yamoussoukro pour l'inauguration du chantier de la future École nationale de la magistrature. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le tribunal de première instance de Bingerville. Demain, nous revenons à Bingerville pour la pose de la première pierre, cette fois-ci, d'un centre dédié aux mineurs. Le C2D volet justice se décline en plusieurs axes, notamment dans le domaine des infrastructures. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui met en œuvre cette politique de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire. La pose de la première pierre du tribunal de première instance de Bingerville concrétise l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire de faire de la justice ivoirienne un modèle d'excellence. Le renforcement des infrastructures judiciaires est inscrit dans un vaste programme de renouvellement des infrastructures au titre de la politique sectorielle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, conformément au plan national de développement 2016-2020. Par ces actions de haute portée sociale, l'État et ses partenaires techniques et financiers offrent les moyens à la justice d'exercer ses missions de manière sereine et efficace. Le C2D Justice, c'est une enveloppe globale de 55,7 milliards de francs CFA dont l'objectif principal est de rapprocher la justice du justiciable avec un service de qualité. On va parler de cohésion sociale à présent. Ils sont de retour en Côte d'Ivoire. 121 réfugiés ivoiriens ont mis fin à 8 ans d'exil au Ghana. Ils ont été accueillis à la frontière entre les deux pays par le ministère des Affaires étrangères et le HCR. Ils vont bénéficier d'un soutien financier. Le reportage d'Éric Goré. Christian Sonzaï est l'un des 121 réfugiés ivoiriens qui viennent de franchir les frontières de la Côte d'Ivoire après 8 ans de présence sur le territoire ghanéen. De retour au pays, il veut se battre pour s'insérer dans le tissu socio-économique et également s'investir dans la réconciliation. Pour cette fois-ci, les jeunes en ont pris conscience et c'est un travail de fond que nous allons vraiment mener au niveau de la jeunesse afin que qu'on suive des projets de société et non pas des individus. Et je pense que c'est à cela que nous allons nous atteler. Le retour de ces réfugiés ivoiriens s'inscrit dans le cadre d'un accord tripartite entre la Côte d'Ivoire, à travers son ministère des Affaires étrangères, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les pays d'accueil. Nous estimons aujourd'hui que les conditions sont favorables pour qu'un rapatriement se fasse et pour que le rapatriement se fasse de manière durable et de manière continue. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus accueillir ces réfugiés qui rentrent d'exil du Ghana. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, était représenté par la responsable de la direction d'assistance d'aide aux réfugiés. Ces personnes-là ont répondu à l'appel du chef de l'État qui a souhaité que tous les Ivoiriens qui se retrouvent en dehors du pays, pour une raison quelconque, puissent regagner la Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions construire le pays et que nous allions vers l'émergence. À leur arrivée à Abidjan, ils ont bénéficié d'appui financier de l'État de Côte d'Ivoire et du HCR. Sans oublier une ration alimentaire fournie par le Programme alimentaire mondial. Sur 300 000 réfugiés en 2011, plus de 273 000 ont pu rentrer en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien est décidé à œuvrer pour le retour définitif de tous ces réfugiés. Dans le centre-ouest du pays, le maire de Bonon, officiellement investi, c'était en présence de la ministre Kabani Ale. Yacouba Koné et son conseil municipal exhortaient à se mettre au service des populations. Abou Sanogo. C'est en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de Bonon, situées au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, que le nouveau maire de la commune Yacouba Koné a été investi dans ses nouvelles fonctions par la ministre Niali Kaba et Jeanne Pemont. Aussitôt investi, le maire de la commune de Bonon a dit placer son mandat sous le sceau de l'union de toutes les filles et de tous les fils de Bonon. Le RHDP, plus qu'une formation politique, est un creuset, un havre de paix
où tous les Ivoiriens doivent s'abreuver et se graver de la sagesse, de l'union, de l'amour du prochain pour le vivre ensemble. La ministre Niali Kaba, représentant la ministre Kandia Kamara, présidente de la dite cérémonie, a salué les populations de Bono pour leur forte mobilisation et pour avoir porté leur choix sur le candidat du RHDP. Elle a exhorté le maire Yacouba Kone à se mettre au service des populations pour le rayonnement du RHDP. Je voudrais engager le nouveau maire à placer son mandat sous le sceau de l'union de toutes les filles et de tous les fils de Bono, sans considération politique, sans considération d'ethnie, sans considération de religion. Militants convaincus du RHDP, vous avez de solides repères pour cultiver ce vivre ensemble et cette cohésion à laquelle je vous invite. Et le premier repère que vous avez, il est en la personne du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est également le président du RHDP. Occasion pour le premier magistrat de la commune de Bono de plaider auprès de l'émissaire de Kandia Kamara au regard des besoins de développement de Bono pour le bitumage de la voie Bono-Zaguieta, réhabilitation du centre de santé, l'approvisionnement en eau, l'extension du réseau électrique et l'érection de Bono en département. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.